Une femme dit à une petite fille de se taire et de coopérer avec les clients. La caméra couvre la zone des feux rouges un par un. La petite fille mord un client et s'enfuit. Après avoir entendu cette plainte, le propriétaire la bête et l'enchaîne, la déplaçant dans une pièce séparée. La petite fille envoie un message à Guingubé pour lui faire part de la situation. Guingubé se rend dans la chambre et tente de converser avec elle, racontant sa propre histoire, et un flashback commence. Née dans une famille aisée de Kathiawad, Guingubé aspire à devenir une actrice de Bollywood à l'âge de 16 ans. Elle s'enfuit avec son petit ami. Il promet à Ganga de jouer dans un film, mais la vend pour 1000 roupies à sa tante Sheila, qui tient un bordel dans le quartier chaud. Sa vie bascule et elle est contrainte de se prostituer à Kamatapura. Le lendemain, une collègue lui dit comment commencer la journée. Elle relève sa jupe et tend la main pour attirer les clients. Un homme âgé s'arrête et devient son premier client. Au fur et à mesure que la journée avance, Sheila reçoit un pourboire de sa part, heureuse de récompenser la jeune fille, mais les yeux de Ganga sont remplis de larmes. Elle met le feu à l'addition. Sheila, confuse, lui demande pourquoi elle a fait cela. Ganga répond « Je brûle mon ancien moi », cette fille au cœur simple a maintenant été brûlée par le feu. Plus tard, elle change son nom en Guingubé. Ganga se met de la poudre sur le visage tous les jours et s'habille de différentes manières pour attirer d'innombrables hommes. En un an seulement, Ganga devient le nom le plus important de Kamatapura. Elle reçoit d'innombrables récompenses et donne généreusement à ses sœurs, car elle sait que l'argent n'est pas important, mais que le prestige est la chose la plus importante. Au théâtre, un homme l'arrête et exige ses services par la force. Gunga le gifle avec colère, disant que c'est son jour de congé. Le public regarde la situation d'un œil étrange. Plus tard dans la soirée, un invité étrange arrive. Sheila a l'occasion de se venger et le fait entrer. L'homme sort de l'argent et un pistolet, il s'avère être quelqu'un qui a un hobby particulier, battre des jeunes filles pour évacuer sa colère. Des cris retentissent dans tout le complexe et tout le monde sort pour voir ce qui se passe. Sheila frappe à la porte, prétendant ordonner à tout le monde de partir, mais personne ne peut l'aider. Gunga entre dans une rage folle jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle est emmenée à l'hôpital, l'œil gauche plein de sang et de larmes et le visage couvert d'échymose. Son visage est couvert d'échymose. Son corps présente de multiples fractures, au total, elle a plus de 40 points de suture. Sheila enlève lentement ses lunettes de soleil, faisant semblant d'être triste et réconfortée. Dans le secteur des services, il y a forcément du danger. Gunga observe nerveusement qu'elle semble avoir appris une leçon. Un de ses collègues dit que l'homme qui est venu hier était l'homme de main du patron Karim Lal. Le chef est quelqu'un de bien, pas comme lui. Gunga se rend donc dans son secteur pour rapporter l'incident d'hier. Il n'accorde pas beaucoup d'attention à son appel. Gunga subit un licenciement inconfortable et révèle une cicatrice qui court sur tout son corps. Karim Bey change immédiatement de visage parce que ce sont ces hommes qui l'ont fait. Il propose de dédommager la jeune fille, mais celle-ci refuse poliment, se contentant de laisser un nœud de protection et de partir tranquillement. Le chef comprend, voyant l'appel à l'aide de la jeune fille, et envoie ses hommes pour la protéger. Le lendemain, l'homme se présente à nouveau. Sheila lui fait à nouveau une proposition. Le chef est arrivé. Ses hommes se précipitent dans la pièce et font sortir l'homme. L'homme a déjà été battu au point qu'il ne peut plus tenir debout. D'un coup d'œil, le chef le remet à Gunga et s'en va. Devant tout le monde, Gunga lui marche dessus d'un pied, s'accroupit et lui dit « Donne-moi mon argent et si tu oses encore frapper une femme, je te tue ». Gunga réussit à asseoir son autorité et à effrayer complètement Sheila. Elle est morte de peur et avant de mourir, elle tient encore l'argent dans sa main. Gunga prend le dessus à juste titre et devient le chef légitime. Dès lors, à l'âge de 27 ans, Gunga devient une femme importante, Guingubé. Le flashback se termine et elle se retrouve face à deux choix, 1. Prendre les 4 bonbons et rester ici pour gagner de l'argent, ou 2. Se suicider avec les bonbons empoisonnés. Comme nous le savons tous, une fois qu'une fille est vendue au quartier rouge, sa réputation est ruinée. Mais la jeune fille, encore jeune, choisit la deuxième option. Guingubé se tait, se contente de payer le prix de l'esclavage et renvoie la jeune fille saine et sauve chez elle. Le propriétaire ne comprend pas, mais seul Guingubé sait qu'il a de plus grandes ambitions. Pour ce faire, il doit trouver des gens. Guingubé est prête à participer à l'élection du gouverneur du district, mais elle doit faire face à une puissante adversaire, Razia, qui se dit messagère de Dieu et est très respectée par la population. Elle a été réélue pour 2 ans.
Mais avec l'adversaire de Guingubé, les nouvelles concernant son sauvetage des filles perdues se multiplient. Razia ne peut s'empêcher de ressentir la crise. Elle envoie ses hommes pour forcer Guingubé à venir la voir, mais ce dernier n'a pas peur et les chasse. Le lendemain, la police arrive au bordel parce que Razia a organisé la situation. La police commence à faire des descentes, à démolir l'endroit, à battre et à arrêter les femmes. Guingubé ne recule pas non plus, il paie le double après avoir appris qu'il s'apprêtait à tenir une réunion publique. Il invite tout le monde à voir un film à ses frais. Finalement, tout le monde va au film et personne ne vient à la réunion, laissant la salle vide. Mais une personne se présente à la réunion pour la vaincre, Guingubé. Razia est déçue par la situation. Dans la scène suivante, il y a une fille dans une cage, elle vient d'avoir 15 ans et est la fille d'une des prostituées. Elle a été enfermée dans la cage parce que sa mère craint que les clients ne la maltraitent. Inquiète, elle pense que l'épouser est le meilleur moyen de la sauver. Guingubé surprend cette conversation. Mais quel homme voudrait être avec une fille du quartier chaud? Il y a bien un homme, Afshin, un petit tailleur issu d'une famille pauvre. Il était son amant. Bien qu'il soit né dans le quartier rouge, il n'a pas été corrompu par le milieu, c'est un homme simple qui ne rougit que pour prendre des mesures. C'est ainsi qu'il tomba amoureux de la mature et volontaire Guingubé. Mais Guingubé savait bien qu'en raison de leur différence de statut, ils ne pouvaient pas être ensemble. Il savait aussi que le garçon était le seul en qui il pouvait avoir confiance. Il apporta donc le prix de la fiancée à la jeune fille pour la demander en mariage. En regardant l'or précieux sur la table, les parents du garçon sont très hésitants. Comment peuvent-ils épouser une femme qui a vendu son corps? Il prend la dot et s'en va. La famille du garçon se précipite pour l'arrêter et ils finissent par se mettre d'accord. La première fille du quartier chaud épouse Guingubé. Elle part, mais le garçon la rattrape. Il l'interroge et lui demande pourquoi elle a fait ça. Il la supplie de l'épouser. Les deux sont très amoureux, mais elle dit, pour le bien des femmes du quartier rouge, je suis prête à sacrifier 100 personnes comme toi. Peu de temps après, le grand mariage a lieu. C'est aussi le premier mariage dans le quartier chaud. Les rues sont bondées de spectateurs. Guingubé se tient sur un balcon, enfouissant l'amour dans son cœur. Guingubé mène la première bataille pour les droits des femmes et est élu maire du district. Mais le plus dur reste à faire. L'opinion commune veut que les femmes du quartier rouge représentent la honte et qu'elles soient toutes expulsées. Mais Guingubé ne panique pas, elle emmène les enfants directement dans le bureau du directeur de l'école. Il sort les frais de scolarité et les jette devant le directeur, exigeant d'être admis à l'école. Au même moment, le journaliste Ahmed Fazi se trouve dans la pièce. Le directeur n'accepte pas la demande de Ganga, mais Guingubé n'abandonne pas. Elle demande à connaître ses droits en matière d'éducation. Le directeur comprend que les filles sont innocentes. Ce n'est que lorsqu'elles auront la possibilité de recevoir une éducation qu'elles pourront s'en sortir. Guingubé invite Hamid chez elle, qui est très impressionné. Le lendemain, les filles sont renvoyées au bordel parce que le professeur les a battues et les a mises à la porte. Après avoir appris cela, Guingubé dit aux filles de s'asseoir et demande à Hamid de prendre une photo. La photo est prise et publiée en couverture d'un magazine. Hamid veut faire connaître au monde entier le quartier chaud de la ville. Le sujet devient viral. Bientôt, dans toute l'Inde, on parle de l'incident de Kamatapura. Très vite, Guingubé devient très célèbre dans toute l'Inde et est invité à la conférence des femmes de la ville. Hamid prépare un discours pour la conférence, mais sur scène, il s'arrête soudainement de le lire et le déchire en deux. Elle ne veut pas prononcer de grands mots, elle veut juste dire ce qu'elle a vraiment envie de dire. Les gens commencent à l'apprécier et à l'applaudir. Au fil du temps, un politicien vient lui rendre visite. Il lui demande de l'aider le jour de l'élection à obtenir des votes populaires. En retour, elle demande la légalisation des quartiers chauds, mais il lui répond qu'il n'en a pas le droit. Le tribunal ou le Premier ministre a le pouvoir de changer le système. Il peut prendre rendez-vous avec le Premier ministre. Elle sourit, sachant qu'elle peut changer quelque chose dans le système, même si c'est peu. Plus tard, il obtient un rendez-vous avec le Premier ministre Nehru Gandhi. Elle rencontre le Premier ministre sans problème. Sans aucune introduction, il va droit au but, exigeant la légalisation des quartiers chauds et les droits des femmes, l'éducation et la dignité. Après avoir entendu ce discours passionné d'une femme seule, sans antécédent ni pouvoir, le Premier ministre est profondément touché et impressionné. Il déclare qu'il discutera de la demande lors de la prochaine réunion. Quelques jours plus tard,
sa collègue meurt d'une grossesse et sa demande est acceptée par le gouvernement. Lorsqu'elle retourne dans le quartier rouge, le ciel blanc comme neige symbolise la victoire la plus pure. Gingubé Kathiawadi devient véritablement une reine puissante, changeant le destin de plus de 4000 prostituées du quartier rouge dans l'histoire de l'Inde, laissant un héritage.